Voilà, donc encore une fois, merci beaucoup à tout le monde d'être ici, d'être avec nous aujourd'hui. Je vais repasser la parole encore une fois à Corinne et Adélaïde et vous remercie encore à toutes d'être ici. Je signale au passage Roselyne de Muison, qui est une de mes collègues au réseau Main dans la Main, avec qui on organise cet événement. Voilà. Vas-y Adélaïde. Bonjour à toutes, merci d'être là avec nous ce soir. Et je suis vraiment contente de vous voir et je suis très contente de partager en fait. Le couple, c'est vraiment ma passion, donc je suis très contente de pouvoir partager avec vous ce soir. Et en fait, c'était un objectif depuis que je suis toute petite, de réussir mon couple parce que je suis une enfant de parents divorcés, de beaucoup de conflits familiaux et j'ai commencé ma formation dans les années 2000 et donc ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur le couple avec une formation en France et une formation aux États-Unis. Avant de commencer, en fait, la chose qui m'est vraiment importante, c'est et que je retiens de toutes mes formations, c'est qu'en fait, je ne sais pas pour l'autre, je ne sais pas pour le couple, je ne sais pas pour l'expérience de l'autre et comment je fais en tant que thérapeute pour me mettre à disposition, pour explorer avec l'autre, pour voir où il en est, qu'est-ce qui pourrait l'aider, en me mettant à disposition plutôt en me plaçant quelqu'un qui sait. Parce qu'en fait, je ne sais pas. Et voilà, donc ça c'est la petite introduction que je voulais vous faire. Je vais donner la parole à Corinne juste pour qu'elle se présente. Oui, merci Adélaïde. Alors moi, je suis effectivement aussi épouse de Baudouin depuis une petite trentaine d'années. Je suis mère de 3 enfants qu'on a éduqués sur 3 continents différents. Je suis aussi psychologue systémicienne de formation. Et en Belgique, je travaille beaucoup avec des couples et des familles et aussi avec d'autres personnes plutôt en situation de stress et de traumatisme. Ensuite, aux États-Unis, je suis devenue coach, executive coach. Mais je voudrais vraiment dire que ma passion à moi, c'est d'aider les gens à découvrir qui ils sont, à se découvrir et surtout, alors après, les accompagner à atteindre le meilleur d'eux-mêmes. Et alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est parler de couple, donner certaines pistes de réflexion, pistes d'action, parce que c'est vrai qu'après 30 ans, je vois que le couple, c'est pas donné, c'est pas l'amour, il tombe pas du ciel. Au début peut-être, et puis après, il y a quand même tout un cheminement et une discipline et des actions concrètes à mener pour qu'ils puissent fleurir encore longtemps. Voilà, Adélaïde, je te rends la parole. Voilà, alors aujourd'hui, en fait, en préparant cette intervention, on se disait avec Corinne, mais en fait, à qui on s'adresse? Alors en fait, on s'adresse à vous d'abord qui êtes là avec nous ce soir, et puis on s'adresse peut-être à toutes les autres personnes qui vont nous écouter à un autre moment. Et on s'est dit, mais en fait, on s'adresse à toutes sortes de couples. Des couples qui peuvent être hétérosexuels ou des couples homosexuels, ou on peut s'adresser aussi à des jeunes couples qui se sont rencontrés il y a peu de temps, ou alors à des relations très longue durée. On s'adresse à des couples qui vivent ensemble ou à des couples qui vivent à distance. On s'adresse aussi à des couples qui peuvent être déjà séparés ou qui sont en crise. On peut s'adresser aussi à des couples qui sont déjà divorcés mais qui continuent à être en relation parce qu'ils ont des enfants. Et si j'en ai oublié, on voudrait s'adresser à tous les couples. Voilà, c'était quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur parce que quand on a pensé à vous et à la manière dont on allait faire notre présentation ce soir, on voulait que toutes les personnes qui sont en relation se sentent incluses. Et c'était vraiment quelque chose qui était très important pour nous. Je voudrais faire une petite mention spéciale pour les couples qui vivent des situations de violence. Pourquoi je fais cette petite mention spéciale? Parce que en situation de confinement, on sait que ces personnes qui vivent dans des situations d'agression à la maison sont plus à risque. Elles sont à risque parce que le confinement favorise l'agressivité, les relations de contrôle. Et ce que je voudrais simplement dire, c'est que même si on ne va pas les adresser directement dans toutes nos interventions, mais on a une pensée vraiment très forte pour eux et pour rappeler que même en situation de confinement, on ne peut jamais être dévalorisé par son conjoint, insulté par son conjoint, frappé par son conjoint.
ou se voir imposer une relation qu'on ne souhaite pas. Donc ça m'est vraiment important de le rappeler et de dire que si vous qui nous écoutez, vous êtes dans cette situation-là, sachez appeler à l'aide, parlez-en, demandez du support ou du soutien. Vous pouvez même vous adresser au réseau de Main dans la Main si vous êtes dans la région de San Francisco. Corinne, est-ce que tu pourrais parler un petit peu de quelles peuvent être les expériences des couples qui sont liées à la situation présente, c'est-à-dire au COVID en ce moment, au stress de la situation présente? Qu'est-ce que tu pourrais dire sur leur expérience? Merci Adélaïde. Et j'insiste aussi, juste pour les questions, si vous avez d'autres questions de ce qu'on n'a pas abordé, je vous invite aussi à les marquer et les transmettre à Sophie. Alors, comme on en a parlé déjà la semaine passée, cette situation dans laquelle les couples se trouvent pour l'instant est vraiment anormale parce qu'il y a une situation absolument, c'est du jamais vu. Et ce qui est le plus lourd, je dirais, pour les couples, c'est sa longueur. C'est qu'il y a eu tout un processus au départ. Il y a eu un peu ce déni. Tout le monde se dit, ah chouette, il n'y a pas école, on ne va pas au travail, on pourra passer plus de temps. Et puis après, il y a la période de stress qui commence vraiment et on se dit, mais mince, il n'y a pas qu'en Chine que ça se passe, il y a chez nous aussi, on peut être malade, et puis on commence à avoir des cas de plus en plus proches. Et donc, il y a ce sentiment d'urgence qui s'est mis dans les familles, dans les couples. Et on a pris des décisions dans l'urgence, des décisions parfois très réfléchies, parfois pas trop réfléchies. Chez nous, à la maison, on a fait ramener des enfants qui étaient à l'université à l'étranger. Bon, on a demandé qu'ils reviennent à la maison. D'autres familles, je connais, ils ont accueilli des amis de leurs enfants en disant mais ils n'ont pas la possibilité de rentrer chez eux. On les accueille le temps que ça passe. Et puis, bon, il y en a qui ont dévalisé les supermarchés. Enfin, il y a eu plein de comportements de crise. Et puis, on attend que ça passe et en fait, ça passe pas. Ça passe pas. Et après la joie et puis un peu le temps de crise, maintenant, il y a un peu ce temps... ça devient vraiment long et il y a parfois même une petite déprime qui va se mettre en place parce que la copine qu'on avait accueillie, ça commence à être long, 4 semaines. Je sais pas, la guitare qu'on avait sortie pour les belles soirées, on la touche plus tellement parce qu'on n'a plus tellement le moral, ou bien même le puzzle de 1000 pièces, il est fait, il dit qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est un peu tout ça où ça, bien même, c'est trop long. C'est trop long et pour le couple aussi, ça va devenir très long. Et cet espace-temps dont je vous parlais la semaine passée, il s'applique très très fort au couple. Parce que le couple, comment est-ce qu'on habitait notre couple avant? C'est qu'on se voyait un petit temps le matin, puis chacun a ses activités, on allait travailler, et puis on se revoyait le soir. Et donc, il y avait tous nos petits défauts, etc., étaient, je dirais... dissous dans la masse et surtout, on pouvait ramener à la maison le soir tout ce dont on s'était enrichi la journée. Parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'espace, on voyait beaucoup de gens, on avait beaucoup de choses à rapporter. Maintenant, le paradigme a changé, on a peu d'espace et beaucoup, beaucoup de temps. Donc, ça veut dire quoi? Qu'on a beaucoup, beaucoup de temps pour voir aussi l'autre et voir ses qualités, mais aussi voir ses défauts. Et cette visibilité aussi des petits défauts, des petites choses des parents passés dessus, qui étaient même comiques parfois, ils vont prendre énormément de place et ça va devenir beaucoup moins sympathique finalement et ça va être des sources de grandes tensions. Donc, c'est toute cette durée qui va peser sur le couple et ces tensions vont être normales. Il n'y a pas un couple, aussi amoureux qu'il puisse être, qui vont vous dire c'est facile, c'est normal. Non, tout le monde doit un peu s'adapter. Et les couples qui avaient déjà beaucoup plus de difficultés avant de communication, ça va s'augmenter. Et une autre donnée, à part le temps et l'espace qui sont très différentes, c'est cette intimité. On vit l'un sur l'autre, 24 heures sur 24. Et à un moment donné, trop d'intimité tue l'intimité. Donc, c'est-à-dire qu'on est toujours au vu au-dessus de l'autre et toutes nos petites marottes, nos petits défauts seront extrêmement visibles et on n'aura plus ce petit jardin secret, ces façons dont on avait de travailler, ces façons dont on avait de gérer les enfants seuls. Non, l'autre, il aura finalement un jugement sur tout. Et même c'est ce unsolicited advice qu'on dit en anglais, c'est cette espèce de jugement conscient ou inconscient, mais
qui sera toujours partagé à l'autre, de façon consciente ou pas. Si, je sais pas, je vois mon mari qui s'occupe des enfants ou qui essaie d'avoir une grande discussion, je trouve ça complètement nul comment il leur parle. Mais sans le savoir, je vais souffler. Ça va énerver l'autre, ça va amener des tensions qu'il n'y avait pas avant. Parce que bon, on acceptait beaucoup plus volontiers des choses qui nous énervaient. Donc, tous ces comportements, de nouveau, c'est normal dans cette situation qui est anormale. Et cette situation anormale met le couple à l'épreuve. Tous les couples vont être à l'épreuve. C'est comme si avant, on pouvait imaginer le couple, il était dans un beau champ de blé. Alors là, on était ensemble, quand ça n'allait pas trop mal, on peut un peu s'éloigner, on peut aller voir les copains, on a des réunions au boulot, on a des projets extraordinaires, et puis on revient le soir, mais il y avait beaucoup, beaucoup plus de liberté. Et que maintenant, on est dans un espace confiné, où je pourrais presque dire que certains pans de cet espace sont avec des fils barbelés. C'est-à-dire que si on poussera un peu trop fort, on va être blessé. On va être blessé, la blessure durera plus longtemps, et la guérison aura plus de temps aussi. On aura besoin de plus de temps pour s'en remettre. Tous ces nouveaux paradigmes, finalement, sont normaux. Et la grande attention qu'on devrait avoir, c'est de ne pas dépasser certaines limites, de ne pas se blesser trop fort, que les blessures ne soient pas trop profondes, parce que sinon, après, on pourra ne pas s'en remettre. Donc, ce qu'on vous propose ici, ce sera peut-être des pistes pour vous guider dans cet environnement anormal, mais ces situations qui deviennent normales. Et comme je vous ai dit au départ, l'amour, ça ne tombe pas du ciel. C'est vraiment une discipline de tous les jours. C'est tous des petits actes conscients qu'on va mettre. Et le maître mot, finalement, de ce webinaire, mais je dirais de tout le Covid, ce sera la bienveillance. La bienveillance pour soi et pour les autres. Et comme j'ai découvert récemment que Marc Aurèle déjà avait dit, la bienveillance, elle est invincible. Donc voilà. Et je voudrais, par rapport à ça, ces difficultés qu'on peut tous et toutes et toutes ressentir, j'aimerais savoir un petit peu à qui on parle aujourd'hui. J'aimerais avoir un petit baromètre et j'aimerais que vous puissiez me dire quelle est la température que vous avez dans votre corps. À quel niveau vous ressentez cette difficulté. Et pour faire simple, je vais vous demander de vous auto-observer, vous auto-évaluer sur une échelle de 0 à 10. Où 0 étant, il y a vraiment beaucoup de tension dans le couple, on ne parvient plus à se parler, d'ailleurs on ne se parle plus, on se gueule dessus, il y a même un évitement complet, on ne se voit plus. Ou bien l'échelle va jusqu'à 10, et à 10 c'est la fête, c'est le nirvana, il n'y a rien de mieux qui a pu arriver à notre couple, on adore. Donc, vous voyez qu'il y a toute cette échelle. Et si vous pouviez peut-être, comme on avait dit dans le petit chat box à droite, mettre un chiffre de 0 à 10 pour voir un petit peu où vous en êtes. Et alors, je demanderai à Sophie de nous faire un petit topo des chiffres que vous avez mis. Comme ça, on peut partager aussi. Et avec Adélaïde, on pourra mieux avoir la température des personnes qui nous écoutent. 10, c'est le nirvana. 10, c'est le nirvana, effectivement. Et 1, c'est la grande... Ou 0 même, c'est même l'évitement. On sait plus parler, on gueule, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de tension. Il y a une situation intéressante qui vient d'apparaître là et je voudrais un petit peu voir comment vous en parleriez, Adélaïde et Corinne. Puisque ça, j'en ai déjà aussi entendu parler, c'est la difficulté que peut rencontrer un couple quand ils ne sont pas tous les deux alignés face à cette crise de la même manière. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est extrêmement angoissé et l'autre qui est beaucoup plus posé, qui s'informe différemment, qui se protègent, alors toujours très bien tous les deux, mais il y en a qui partent dans tous les sens, qui font peur à tout le monde, et il y a les autres qui se disent bah non, ça va passer, ça va passer. Donc il y en a qui sont plus optimistes dans le couple, et l'autre qui est plus angoissé. Et celui qui est angoissé dit à son époux ou son épouse « tu ne te rends pas compte, j'ai perdu toute ma vie ». Et l'autre qui répond « non mais attends, arrête, tu te rends bien compte qu'on est dans un espace absolument merveilleux, etc. etc. » Comment mettre ces deux pôles opposés ensemble dans une situation où en fait personne n'a la réponse, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer, on a des informations qui nous arrivent dans tous les sens sur le médicament qui marche, le médicament qui ne marche pas.
Comment est-ce qu'on fait là? Comment les couples peuvent s'accorder? Parce que beaucoup en fait, des chiffres sont plutôt bons. Écoute, merci d'abord de ta question. Et si j'ai bien compris, c'est la question que tu poses, c'est la question de la différence dans l'approche de la crise et dans la manière de gérer la crise. Et ces différences peuvent être extrêmement, comment dire, extrêmement saillantes et créer des conflits, ne serait-ce que si l'un d'entre eux est très anxieux par rapport à la crise et voit toutes les choses de manière très noire, et peut-être l'autre a une manière, a un peu plus de distance par rapport aux choses, voir que ça se passe dans le monde entier, que donc il va y avoir quelque chose qui va se résoudre, avec un côté plus optimiste et un côté plus pessimiste. En fait, j'aimerais y répondre avec un petit détour. Je vais faire un petit détour. Et mon petit détour, c'est de dire que, en fait, ce matin, j'étais à un workshop extraordinaire sur le couple avec mon mari pendant 4 heures. Et d'effectivement, les 2 personnes qui étaient les présentateurs sont les personnes que j'adore, dont j'admire leur théorie, j'admire la manière dont ils gèrent, leur séminaire, leur présentation. Et de quoi ils parlent? En fait, de quoi ils parlent? Ils n'ont absolument pas parlé de la crise, ce n'était pas à propos de la crise, mais ils ont parlé de quelque chose qui résonne beaucoup plus fort en temps de crise. Ils ont parlé du fait que quand on est en couple, même avant d'être en couple, le rêve de toute personne, c'est d'être en pleine harmonie avec l'autre, d'être dans une relation, même si elle est brève, mais dans laquelle on se sent compris, entendu, où on est en contact avec l'autre et on sait que l'autre nous comprend. Et ça, c'est un besoin, mais absolument fondamental. C'est un besoin de sécurité, c'est un besoin de se sentir, d'être en confiance avec l'autre, de se sentir apprécié, entendu. Et c'est un besoin qui existe à tout moment dans le couple, à tout moment. Et si on a ces moments-là, alors on peut avoir d'autres moments où on est déconnecté, on part, on vit sa vie parce qu'on est 2 êtres séparés. Mais au moment où on se retrouve, où on demande à l'autre de l'attention, on sait qu'on va l'obtenir et qu'on va être accepté, validé dans tout notre être. Et en fait, qu'est-ce qui se passe en temps de crise? Quand on est dans un stress, soit un stress personnel, soit là on parle d'un stress beaucoup plus large qui affecte tout le monde, quand on est en situation de crise, on perd cette aptitude à être en relation. Parce qu'on est focalisé, on est centré sur son angoisse propre, sa manière de réagir propre. Et donc les différences dans le couple deviennent beaucoup plus fortes et beaucoup plus saillantes. Alors, je vais m'expliquer qu'est-ce qui se passe en fait. Quand vous êtes en situation de stress, vous répondez plus du tout avec votre cerveau émotionnel, vous répondez uniquement avec le cerveau reptilien. Alors, le cerveau reptilien, c'est celui qui veut que vous restiez en sécurité à tout moment. Et quand on est en situation de crise, en situation de stress, en fait, on n'est plus capable de réfléchir, on ne peut pas faire marcher son cerveau émotionnel, et la seule partie du cerveau qui répond, c'est la partie qui veut nous maintenir en sécurité. C'est l'amygdala ou le cerveau reptilien. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Les 2 mécanismes qu'on a, c'est soit l'attaque, soit la défense. C'est tout ce qui nous reste. C'est tout ce qui nous reste à ce moment-là. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Donc, comment on fait en couple quand on vit une situation de stress, qui est une situation de stress extérieur, qui nous influence à un point tel que retrouver ce calme, retrouver cette confiance, retrouver la capacité d'être en lien avec le cerveau émotionnel est difficile. Et ce que tu décris, Sophie, dans ta question, c'est exactement ça. C'est-à-dire comment moi qui suis mais à fond dans mon anxiété, elle m'envahit tellement que je ne peux plus réfléchir. La seule chose qui compte, c'est que je sois en sécurité. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier les actions, me laver les mains 200 fois, je vais vouloir contrôler tout le monde parce que j'ai l'impression que je perds le contrôle de ma sécurité. Et dans ces cas-là, en fait, qu'est-ce qui se passe? La seule chose qui est importante, ou la seule chose à faire ou à essayer d'obtenir, c'est de dire à l'autre, je t'entends. De passer le temps de dire, écoute, je vois que tu es vraiment terriblement anxieux ou stressé, pourquoi on ne s'assied pas et je vais t'écouter, tu vas m'en parler.
Et là, je ne me place plus du tout dans une position où je me dis, je vais démontrer à mon conjoint qu'il a raison, ou que j'ai raison, et que lui, il a tort. C'est plus du tout ça. J'ai plus rien d'autre à faire que de m'asseoir et de dire, bah, écoute, tu es terriblement stressé, je vais t'écouter. Tu vas me dire ce qui se passe pour toi. Et après, je te dirai ce qui se passe pour moi. Et du coup, on peut rétablir un climat de confiance. Donc en fait, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Sophie, et je vais redonner assez vite la parole à Corinne, parce que Corinne va vous parler d'outils de communication, de petites choses qu'on peut mettre en place. Et avant cela, j'aimerais vous poser une question. Et j'aimerais que vous vous posiez cette question pour vous. Dans votre couple aujourd'hui, dans la situation de stress qui est la situation actuelle, qui vous impacte peut-être très durement pour certaines, peut-être moins durement pour d'autres, mais qui impacte tout le monde. Quelle est votre demande vis-à-vis de votre conjoint? Quel est votre besoin? De quoi est-ce que vous auriez besoin de la part de votre conjoint aujourd'hui? Quel est le respect de son espace, le respect de l'espace de l'autre, en fait. Ça revient aussi effectivement, le respect de mon temps, de ma place, le respect de l'environnement dans lequel on vit. Ça reprend un peu ce que tu disais, Corinne, la dernière fois sur l'espace qui est plus petit, le temps qui est plus long. Donc, alors peut-être je vais continuer dans ce que Adèle disait, peut-être aussi répondre à la première question qui était posée en disant mais comment est-ce qu'on fait si les deux partenaires ne sont pas alignés et que par exemple dans ce cas-ci, il y en a un qui est super angoissé et tous ses comportements sont vraiment pour réduire l'angoisse, ou bien même inconsciemment il les nourrit, et l'autre qui est super positif en disant oui c'est une occasion formidable. J'avais envie de sauter là-dessus parce que ça me rappelle aussi une situation que j'ai vécue en famille où on a choisi un confinement pendant 14 mois, où on vivait à 5 sur 60 mètres carrés. Et on était en bateau, on a fait un tour du monde en bateau. Mais là aussi, on a eu des situations où on ne pouvait pas s'échapper, on était vraiment là tout à fait confinés. Il y a eu des moments plus durs aussi, des moments qui me rappellent ce dont tu dis, où mon mari était super positif, très excité aussi à l'idée d'avoir une tempête qui allait venir, le bateau, on va aller tester le bateau, ça va être super. Et moi, j'étais beaucoup plus angoissée pour la sécurité des enfants. Donc, pour voir un peu les mêmes circonstances, de nouveau, c'est pour avoir une communication de couple et pour qu'entre partenaires, on soit plus équilibré, il faut l'effort des deux. Comme le tango, il faut être deux pour danser le tango. En couple, s'il y en a qu'un qui fait effectivement, qui peut dire son besoin, qui peut dire sa demande, mais que l'autre n'est pas du tout aligné, c'est plus difficile. Donc, c'est sûr que c'est un effort des deux à faire, déjà. Et l'effort est sous, je dirais, il y a deux lignes à l'effort. Il y a la forme et puis il y a le fond. Dans la forme, une réponse assez, vous avez sûrement entendu parler, c'est la forme de la communication non violente. La communication non violente, c'est pouvoir parler du je et parler non pas vraiment tu m'énerves, tu sais pas gérer les enfants, c'est du n'importe quoi, ça va à volo. Là, c'est vraiment on accuse l'autre et c'est dans le tu. Alors je reviens à Jacques Salomé, j'adore ce qu'il disait toujours, c'est le tu qui tue. C'est quand on accuse l'autre, ça va vraiment très très loin. Donc la forme de comment je peux parler de mon besoin, comment est-ce que je peux le communiquer. Et la première chose, c'est pouvoir parler de moi. Qu'est-ce que moi j'ai besoin? Et pour que ça passe encore mieux, c'est pouvoir commencer aussi en remerciant l'autre. Écoute, c'est gentil d'avoir pris les enfants. Parce que comme ça, moi, j'ai pu faire d'autres choses, j'ai pu faire ma conférence, j'ai pu aller bosser un peu. Mais en même temps, j'ai vraiment besoin d'avoir une conversation avec toi parce que j'aimerais qu'on gère peut-être des choses différentes. J'ai besoin d'autre chose. Est-ce que tu es d'accord qu'on puisse en parler? Donc, la différence entre tu m'énerves, ça fait gueuler avec les enfants, tu gères mal, et le fait de dire ok, c'est chouette que tu t'occupes des enfants, mais j'ai besoin d'autre chose aussi. Est-ce que tu peux me donner un peu de temps? Donc, alors mes enfants, quand je fais ça, c'est très drôle parce qu'ils me disent oui, maman, ça c'est le shit sandwich. Ça veut dire que
je mets un petit compliment et puis après, je glisse ma demande, et ma demande qui peut parfois être plus sérieuse. Eh bien, je voudrais que c'est peut-être ça, mais en même temps, ça va donner beaucoup plus de chances pour que ça marche. Parce qu'on a mis l'autre déjà dans un état beaucoup moins de stress, mais peut-être un état où on le valorise, où il se sera, justement, Adélaïde parlait de sécurité, il se sentira beaucoup plus en sécurité pour pouvoir écouter par après. Donc ça, c'est la forme, c'est toutes les mesures de la communication non violente. Et puis sur le fond, je remarquais par exemple dans ces instants de confinement que quand il y a une grosse difficulté ou bien des tensions qui montent de plus en plus et que ça bout, il faut très vite couper court. Couper court pour pas que ça déborde. Parce qu'on n'a plus moyen de s'enfuir, d'aller ailleurs pour essayer de retrouver cette sérénité. Ah ben non, on peut juste, à la limite, encore aller faire une petite promenade sur la rue, mais puis il faut revenir. On n'aura pas 8 heures en dehors de la maison avec les collègues du bureau ou bien les réunions. Non, on sera confiné. Donc, très vite, essayer de mettre des limites et pour essayer de gérer. Alors, mettre les limites, ce n'est pas spécialement le gérer. Je ne sais pas si en temps de confinement, c'est le temps pour ramener les grosses difficultés du couple. Mais en tout cas, les exprimer pour ne pas les accumuler. Et puis, dans cette demande, si je reprends l'exemple de l'un qui est très angoissé et l'autre qui le vit beaucoup mieux, essayer de faire une demande plutôt que de se plaindre. Se plaindre je ne sais pas quand c'est, je ne sais pas si mon boss il n'est pas clair, je ne sais pas si je suis renvoyée ou pas, je ne sais pas si j'ai encore mon boulot. Ok, vraiment changer cette complainte en demande. J'ai vraiment besoin que tu m'écoutes parce que je suis angoissée. Au niveau de mon boulot, c'est pas clair. J'ai besoin que. Donc ça, c'est aussi une formulation qui peut changer beaucoup de choses. Et aussi dans des situations que j'ai eues avec des clients ou bien même des amis où tout est maintenant sur la sécurité. La sécurité surtout physique pour la santé. Et donc, il faut se laver les mains, il faut garder des distances, il faut avoir son masque. Et très vite, parce qu'il y a cette angoisse que l'autre soit malade ou pas, il y a cette envie de contrôler. Oh, tu t'es pas lavé les mains, oh, tu n'as pas mis ton masque, machin. Et là, on peut vite monter dans les tours aussi. Eh bien, essayer de changer ce contrôle en juste lui dire que je me soucie de ta santé. Pour moi, c'est important que tu mettes le gaz parce que pour moi, ta santé est vraiment importante. Ma santé est importante, la santé des enfants est importante. Donc, changer cette façon de pouvoir passer son message, non pas en j'ai envie de te contrôler parce que je suis super stressée, non, ok, j'ai vraiment te dire que je me soucie de toi. Et c'est vrai que ça va mettre tout à fait une autre dynamique dans la communication. Et peut-être la dernière chose que je voudrais ajouter, parce que maintenant, on l'a dit la dernière fois, plusieurs disaient, on est multitasqué, donc on doit passer de la femme au travail à la cuisine, on doit faire le homeschooling, on doit faire plusieurs choses, et parfois on les fait moins bien. Et le partenaire aussi a beaucoup plus de choses à gérer dans un temps. Et donc, au lieu de critiquer ce qui fait mal, de vraiment faire un effort très conscient de pouvoir dire « Waouh, c'est super ce que tu as fait » et mettre en valeur les forces. Mettre en valeur les forces plutôt que, effectivement, les défauts dont on parlait au début qui vont être vraiment exacerbés. Okay, on sait qu'ils sont là, on sait qu'ils sont beaucoup plus présents qu'avant, mais on va faire quand même un effort très conscient pour essayer de mettre en valeur ce que l'autre fait de bien. Il y a une question, moi, qui me vient à l'esprit là, dans ce que tu parlais, là, ce que tu disais tout à l'heure, it takes two to tango. Effectivement, est-ce qu'il y a la possibilité d'imaginer que justement l'un des deux soit tellement enfoncé dans une angoisse ou une détresse, tu vois, une dépression telle que du coup, il n'y en a plus qu'un à la barre et il n'y en a plus qu'un qui tient la corde du couple. Parce que si je reprends un petit peu donc les questions qui ont été posées, surtout sur le respect de l'espace de l'autre, si l'autre il n'arrive pas à le comprendre pour n'importe quelle raison, parce que l'espace est justement trop petit et donc il faut que tout le monde mette un petit peu de... et qu'il n'y a vraiment personne quand tu toques à la porte, qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à ça? En fait, la façon dont je voudrais aborder cette question, c'est que je crois que la manière de... Comment dire, l'approche de l'espace, c'est-à-dire combien de contacts j'ai besoin avec mon conjoint et combien de temps séparé,
C'est vraiment comme ça que j'aime aider à se poser la question. C'est-à-dire, est-ce que je peux nommer, je peux dire en fait, de quel type de contact j'ai besoin pour combien de temps. Alors, quand on parle d'espace, je ne sais pas de quel espace vous vouliez parler. On peut parler d'un espace physique. On peut parler, c'est-à-dire, est-ce que j'ai besoin du bureau, j'ai besoin de la chambre, j'ai besoin d'un espace physiquement à moi où je vais être seule pendant un moment. Mais on parle vraiment de qu'est-ce qui est trop de contact, qu'est-ce qui n'est pas assez de contact. Parce que si on s'évite toute la journée, je vais me sentir triste et de quel type de contact j'ai besoin pour me sentir l'énergie de gérer ma journée. Est-ce que j'ai besoin que tu me prennes dans les bras une fois par jour? Parce que quand on se prend dans les bras, je voudrais apporter ça comme élément. Quand on se prend dans les bras, qu'on respire à l'unisson, si on peut le faire. Parfois dans les couples, il y a trop de tension, on ne peut pas le faire. Mais quand on peut le faire, on respire à l'unisson l'un avec l'autre. Après 30 secondes, on a des décharges d'oxytocine dans le cerveau et tout à coup, on se détend, on se relâche et le niveau d'anxiété descend, mais significativement. Donc ça, c'est une pratique qu'on peut instaurer dans un couple, qu'on peut demander à son conjoint, dire, bah voilà, on est en situation de stress, est-ce qu'on pourrait se prendre dans les bras? Et c'est vraiment important de dépasser les 30 secondes. Vous allez voir qu'au début, on se tient un peu comme ça, et puis tout à coup, en respirant, il y a une sorte de relâche, et la relâche se fait dans les épaules, dans le corps, etc. Et il y a vraiment, on fait vraiment une expérience physique de relâchement et de se sentir bien et en sécurité avec l'autre. Donc pour revenir sur la question terminer sur la question de l'espace, justement, de quoi j'ai besoin, de quoi mon conjoint a besoin. Alors très souvent dans les couples, il y a cette dynamique, je ne sais pas si ça vous parle, mais une dynamique où il y en a un qui a vraiment besoin pour se ressourcer d'être seul, plus enfermé, plus en retrait. Et puis l'autre qui vient tout le temps et qui vient tout le temps demander, qui est souvent celui qui serait peut-être là ce soir d'ailleurs, qui est celui qui a envie de prendre le couple en charge, qui a envie d'avancer, qui a envie que les choses avancent, qui a envie qu'on parle, qui va aller chercher l'autre, qui va l'emmener dans s'il y a un workshop, c'est lui qui va l'emmener en lui disant allez viens, on va parler du couple, etc. Et l'autre est plus en retrait. Alors comment on négocie cet espace? Tout simplement en disant bon bah de quoi, j'en reviens à ma question, c'est de quoi j'ai besoin et de quoi toi tu as besoin. Tout à fait, merci beaucoup Adélaïde. Je crois que tu as bien répondu. Je voudrais juste donner le temps un peu aussi aux autres questions qui me sont venues, entre autres les rapports par rapport à l'école et puis aussi, je vois qu'il y a d'autres questions qui viennent par rapport au rôle de chacun, dont un rôle qui vide le lave-vaisselle, qui détermine bien effectivement les rôles qui ont changé. Parce que je crois que pourquoi ça pose l'école avec les enfants, avec des enfants peut-être plus difficiles ou moins bien scolarisés, peut poser un problème en tout temps. Mais pourquoi maintenant ça pose d'autant plus de problèmes? C'est évident parce qu'il y a d'abord l'école à la maison. Donc, pour la première fois, déjà, on va mélanger très, très fort le couple parental, les parents qui s'occupent des enfants, et le couple conjugal. Alors là, les limites sont vraiment beaucoup plus dissoutes et ce sera difficile de pouvoir mettre ces barrières, alors que dans l'espace aussi, ce qu'on avait dit la fois passée, que c'est important de mettre des barrières, un temps pour le travail, un temps pour le dîner, un temps pour familial, un temps pour être seul, enfin, des temps pour tout. Et ici, avec la scolarité, elle pourrait être prise un peu sur toute la journée. Donc, une des premières façons de gérer, c'est pouvoir diviser le temps de la scolarité. C'est-à-dire de mettre des plages horaires pour les scolarités. Quand c'est des petits-enfants, la scolarité, ils ne peuvent pas le faire seuls. Donc, il y a un des parents qui doit, quelque part, qui doit s'y coller. Donc, il doit être, parfois, c'est avec beaucoup de joie, c'est avec beaucoup de dessins et de chants. Parfois, des ados ou des plus jeunes enfants, ça peut être beaucoup plus difficile. Et c'est là que les tensions vont arriver parce que qui gère quoi? Et c'est là aussi où je reviens à cette espèce de Big Brother qu'il y a maintenant en permanence, c'est qu'on voit comment l'autre gère les enfants. On voit comment, tiens, mais comment est-ce que tu lui apprends ça? Ou quelles sont les remarques que tu fais? Mais comment est-ce que tu n'as pas écrit au professeur? Comment est-ce que ça se fait que ce n'est pas encore fait ce devoir? Et alors là, les deux vont apporter énormément de tension. Les rôles de chacun, s'il y en a un des deux partenaires
qui était plus, au départ, en tout cas en temps normal, en temps de pré-Covid, était, bon, ok, les devoirs, ça c'est toi qui gères. C'était très simple. Et ça allait ça coulait de source, on ne se posait même pas la question. Maintenant, les deux viennent y mettre leur grappin, ou bien justement les deux s'en lavent les mains. Donc, c'est cette mixité de rôles qui est peut-être aussi importante à clarifier. Qui est-ce qui s'occupe des devoirs? Ou bien, est-ce que toi, tu t'occupes des devoirs de la petite? Moi, je m'occupe des devoirs de l'ado. Et le troisième, celui qui est à l'UNIF, j'essaie juste de voir où il en est. Donc, je crois qu'au pouvoir délimiter aussi les rôles de chacun pour pas que les rôles se superposent est important et pour pas qu'on se sente justement jugé, qu'on se sente diminué ou qu'on se sente regardé. Non, ok, ça c'est ton rôle, ton rôle. Donc là, la division des rôles. Et puis par rapport à l'école, c'est très stressant, je crois, pour l'élève déjà, parce qu'il ne sait pas très bien ce qui se passe. Il ne sait pas très bien, on lui dit, oh, ben, l'école ouvrira dans 15 jours. Ben non, ce n'est pas 15 jours, c'est après les vacances. Enfin, c'est pas après les vacances, peut-être il n'y aura plus école de toute l'année. Donc il y a déjà une situation de stress aussi pour l'élève. Et c'est sûr que les résultats vont être différents. Je crois que pour celui des deux qui s'occupe de l'école, il y a une notion importante à apprendre, c'est comment se sent l'élève par rapport à tout ça. Comment son enfant se sent. Est-ce qu'il est… Et la première chose, c'est de parler de ça. Ah ben, c'est génial, moi je m'en fous, je ne dois plus faire d'examen, je trouve c'est tellement sympa. Ou bien, non, je suis super stressée, moi qui avais envie de faire vraiment de très très bons résultats parce que je suis acceptée à cette UNIF ou cette UNIF. Ou bien, celle qui fait des dessins, elle dit non, mais moi j'ai envie de refaire ce dessin, c'est très important que la fleur soit parfaite. Donc, voir à qui on parle, comment est l'enfant. Et puis, le parent peut-être prendre un peu de distance. Prendre un peu de distance, c'est une situation exceptionnelle. Il n'y aura pas de perfection. Et donc, s'il y a des choses qui bloquent, s'il y a des choses qui ne vont pas bien, ok, on prend distance. Et on prend distance consciemment, peut-être avec le conjoint, on dit, ok, là, je crois que c'est trop dur, on peut prendre distance. Et vraiment, on essaie de regarder la situation de plus haut avec un œil nouveau et un œil très, très différent. Et dans ce sens-là, choisir ses priorités. Quels sont les combats qu'on a envie de faire avec la scolarité, avec nos enfants? Là, tout ce que tu viens de dire, Corinne, je trouve que ça pourrait faire effectivement l'objet peut-être d'un prochain webinaire sur cette gestion justement des enfants et la difficulté que les parents rencontrent entre eux, mais aussi également avec les enfants, parce que contrairement à ce qu'on pensait, les jeunes qui sont tout le temps derrière leur écran, là, qui devraient être ravis d'être derrière l'écran, là, ils n'en peuvent plus, ils ont envie de sortir, etc. Donc peut-être que ça peut donner l'occasion. Voilà, donc ça, c'était juste une petite parenthèse que j'ai fait. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient poser des questions ou mettre… J'ai remarqué un commentaire de Catherine. Oui. Je remarque qu'on a un commentaire intéressant et une suggestion de la part de Catherine qui dit qu'elle a fait un emploi du temps pour les enfants qui sont plus grands, adultes maintenant, pour tout ce qui est ménager, pour partager les tâches. J'imagine pour que ça te laisse du temps à toi, Catherine, et à ton mari, et que du coup… les enfants participent des tâches ménagères et à la maison. En faisant ça, en fait, tu donnes une structure pour les tâches de la maison, tu te décharges un peu et tu responsabilises un peu tout le monde, ce qui crée une ambiance en fait différente. Quelqu'un a fait la remarque de dire qu'effectivement, il n'y avait pas beaucoup d'hommes. Alors, c'est vrai que, est-ce que c'est parce qu'on a communiqué plutôt sur des plateformes de femmes ou est-ce que c'est parce que vous pensez que les hommes se sentent moins concernés par ces problèmes? Est-ce qu'il y en a qui ont des avis par rapport à ça? Non, mais je crois qu'il y a peut-être aussi, en ayant parlé avec certains hommes, si c'est dans la configuration d'un couple où c'est l'homme, par exemple, qui est celui qui ramène les sous et c'est lui qui est responsable financier, il a, je crois, ces temps-ci, une beaucoup plus grande dose de stress aussi, parce qu'on parle beaucoup des émotions aussi. Je crois qu'il y a une crise économique énorme et que ceux qui sont c'est ceux qui ramènent l'argent du ménage, le breadwinner, oui. Ils ont un poids beaucoup plus grand. Et que l'importance alors pour retrouver cet équilibre aussi, c'est de pouvoir, je parlais des rôles différents qu'on peut avoir, il y a quand même des rôles qui restent fondamentalement. Si c'est celui qui ramène l'argent pour le couple, pour la famille, eh bien, il doit gérer beaucoup plus de choses aussi. Donc, c'est important d'avoir cet équilibre et de pouvoir lui laisser le temps aussi de parler de son stress. J'ai dans des consultations des hommes ou des femmes qui ont perdu leur travail. Donc, comment les supporter aussi je crois que ça aussi, ça pourrait être peut-être le sujet d'un autre webinaire. C'est en période de grand stress, non seulement
de contamination au niveau de la santé, mais de perte de travail. Donc l'équilibre et les barrières pour avoir son temps seul, pour avoir le temps, comment rebooster quelqu'un qui est en crise d'emploi. Ça, c'est aussi important. Quelqu'un disait que peut-être que parfois, un des conjoints devient un peu le parent de l'autre conjoint. Et je veux bien imaginer effectivement qu'il doit y avoir des dynamiques qui mettent un peu, qui redistribuent, mais pas de manière justement bonne ou équitable ou même saine, le rôle des uns et des autres. Et c'est peut-être qu'il faut faire effectivement aussi attention à ça et pas infantiliser le conjoint ou pas se faire infantiliser non plus. Je pense que ça, c'est important effectivement aussi. Ouais. J'ai encore une question qui m'est arrivée en disant, mon homme est à la maison toute la journée, mais comme effectivement Catherine le disait, il est en meeting toute la journée. Donc, il ne gère rien de la maison. Il ne gère rien des enfants, ni de l'école. Ouais. Donc, c'est difficile de lui donner, de lui demander de me donner un peu d'espace parce que c'est lui qui ramène l'argent. On ne peut pas soutenir les enfants, le mari, et c'est vraiment lourd de soutenir le tout. C'est vrai que dans cette position-là, tout le monde se trouve super chargé. Dans cette situation qu'on décrit ici, c'est l'homme super chargé parce qu'il doit gérer toute la journée son travail, et la femme en disant, mais là maintenant, je dois tout faire. Et où est-ce qu'on se rejoint? Où est-ce qu'on se rejoint dans cet espace-là? Et quand est-ce que je peux lui demander à lui, qui est occupé partout, parce qu'il ramène l'argent, et souvent, c'est là les priorités qu'on met, il ramène l'argent, donc je ne peux pas lui demander à lui de me donner du temps à moi. Ça, je crois que ce serait en fait, là j'aimerais dire quelque chose à ce sujet-là. C'est une dynamique que je connais bien. et je pense que justement, j'interrogeais mon mari sur de toutes les formations que je lui ai fait faire et que je lui ai fait subir, qu'est-ce qu'il a retenu et qu'est-ce qui était le plus important. Et ce qu'il m'a dit, c'est que je suis disponible, j'aimerais parler avec toi, mais j'ai besoin que le moment choisi soit un moment qui me convient. Et donc, il m'a dit, ce que j'ai retenu de tout ce qu'on a suivi comme formation, c'est le jour où il y a un des formateurs qui a dit, avant toute conversation, allez demander à votre conjoint, j'ai besoin de te parler, est-ce que c'est un bon moment pour toi? Et en fait, quand on est en plus dans une situation de stress, effectivement, c'est pas la première réflexion ou la première expérience que le conjoint qui a tendance à travailler beaucoup, en situation de stress, il va travailler encore plus. Parce qu'il y a la situation, mais aussi parce que psychologiquement, c'est là où il va, quand il y a du stress. Ce qui le rassure, c'est d'être efficace, de travailler comme ça. Il ne pense pas nécessairement au stress, il pense à être efficace, à apporter quelque chose, à contribuer de cette façon-là. Et du coup, ça crée, c'est comme ce que je disais, c'est que en fait, la situation de stress aggrave les différences. L'épouse qui peut-être a l'habitude de s'occuper des enfants, de la maison, etc., mais son conjoint n'est pas là, là, il est là et il ne la regarde pas et il est derrière son écran toute la journée. Donc pour elle, alors qu'elle a déjà l'habitude de vivre de cette façon-là et de gérer la maison, mais tout à coup, ça devient insupportable parce que le conjoint, il est juste là et en plus, on l'entend, il fait du bruit. Il parle fort, il est en réunion toute la journée, il a son casque sur la tête et il est stressé dès qu'il sort de sa chambre, il faut manger, il est stressé. Donc comment on fait pour recréer du lien et du dialogue à ce moment-là, quand on est tous les deux tendus, parce qu'on en fait trop et qu'on est tous les deux débordés? Ben, je crois que l'idée de, en fait, là ça va pas, dire ça, là ça va pas et j'aurais besoin d'un moment. Est-ce que tu peux me mettre dans ton agenda un moment que tu vas me consacrer parce que j'ai besoin qu'on parle? Et là, j'en reviens à ce que je vous disais, dans le dialogue, ça ne va pas être tu ne te rends pas compte, tu travailles toute la journée. Parce que là, on en revient à ce que Corinne disait, que le tu va tuer la conversation. Comment je peux parler de moi? Je me sens débordée, je m'occupe des enfants, je t'entends parler toute la journée, je suis épuisée et j'ai juste besoin que tu m'écoutes et que tu comprennes ma situation. Et moi, je veux bien écouter la tienne aussi. Et ce que je propose… Attends, il y a juste quelqu'un d'autre qui a dit effectivement qu'elle avait constaté un grand besoin d'affection de la part des maris et des enfants. Et je pense que ça rejoint effectivement ce que Adélaïde et Corinne ont dit au niveau de l'angoisse que les uns et les autres, on a quand même tous un peu et comment ils ont envie d'être rassurés effectivement
je comprends les enfants par leur maman, mais les maris aussi, hein, quelque part. Je rigolais tout à l'heure, mais je pense que les maris sont effectivement, ils ont chacun leur manière de montrer différemment, les maris ou les femmes. Enfin, il y en a qui ont vraiment une difficulté à montrer qu'ils sont dans l'angoisse, et donc ça se manifeste de manière différente. Donc je pense que le besoin d'affection, je pense qu'on en a tous effectivement besoin, et je comprends que ça se manifeste beaucoup plus en ce moment, oui, aussi. Et Corinne, tu voulais dire quelque chose? Adélaïde, elle avait encore une question, mais du coup, on est arrivé à la fin du… Donc, je ne sais pas. On est arrivé à la fin. C'est plutôt ça que je voulais dire. Je voulais en revenir simplement à… En fait, c'est un petit truc que j'aime bien proposer aux personnes qui viennent me rencontrer avec des difficultés de couple. Quand le couple est suffisamment sain, mais qu'on vit une situation de stress intense, est-ce qu'on peut proposer à son conjoint un exercice qui est très facile, mais qui donne des résultats extraordinaires? Est-ce que je peux dire à mon conjoint, écoute, là, tu vas parler pendant 5 minutes, que toi, et moi, je vais m'asseoir et je ne vais faire que t'écouter. Ça peut être, généralement, je propose 10 minutes, mais je vous dis 5 minutes, c'est déjà beaucoup. Et moi, je m'assois et je t'écoute. Et après, je vais prendre la parole et pendant 5 minutes, je vais te parler que de moi. Et comme ça, l'un et l'autre, finalement, en faisant ce petit exercice, on réalise, ah, mais c'est ça ce que tu vis. Et on n'est plus focalisé sur tu m'écoutes pas, tu fais pas attention à moi, etc. Ah, c'est ça ce que tu vis. Et voilà, moi je vais partager avec toi, moi c'est ça ce que je vis. Et du coup, on recrée un désir de se soutenir, parce qu'en fait, ce dont on a besoin aujourd'hui, on vous parle de la situation du Covid, on a besoin de soutien. On a besoin de soutien. Tout à fait. Voilà. Merci Adélaïde. Corinne? Non, je crois qu'il est temps de conclure. Effectivement, on est arrivé à la fin de cette heure pour préparer la prochaine réunion vendredi prochain à la même heure, au même endroit, de nous envoyer vos questions. Les sujets que vous aimeriez qu'on aborde, il y a plusieurs sujets qu'on pensait aborder. Effectivement, peut-être les enfants, le travail, comment gérer le travail de chacun, de chaque partenaire par rapport à ça, le deuil peut-être aussi. Donc, on a eu plusieurs situation, je regarde ce qu'il y avait encore comme thème. L'expatriation, parler de l'expatriation. Effectivement, l'expatriation. Donc, dites-nous, écrivez-nous, soit Sophie va mettre les mails. Je vois qu'elle a mis. Je viens de les mettre là, voilà. J'ai mis celui du réseau d'Adélaïde et de Corinne. Je voulais juste vous dire que Corinne et moi, on est disponibles si vous avez des questions, même si c'est plus privé, que vous souhaitez juste poser des questions, qu'il y a quelque chose qui vous intéresse, que vous souhaitez approfondir, n'hésitez surtout pas.